Alain Bauer, bonsoir. Vous êtes professeur de criminologie au Conservatoire national des arts et métiers ainsi qu'aux universités de New York et de Shanghai. Alors Alain Bauer, on apprend que 400 détenus radicalisés vont sortir de prison, vont être relâchés dans la nature d'ici la fin 2019. Diriez-vous, comme le procureur Molins, qu'il s'agit là d'un risque majeur, et on dit qu'il pèse ses mots, et il parle de la prison, je le cite encore, comme d'un incubateur à djihadistes? Alors, on a l'occasion depuis longtemps de dialoguer avec le procureur Molins, qui a cette double casquette assez rare d'être à la fois un magistrat et aussi quelqu'un qui pense la question terroriste, comme d'autres ont pensé la question criminelle avant lui. Je rappelle que c'est deux magistrats, les juges Ricard et Bruguière, qui avaient compris que le groupe islamique armé, devenant un groupe salafiste de prédication et le combat, était en train de changer totalement la nature et la réalité du terrorisme. Donc il faut toujours écouter avec attention ce que les praticiens disent, surtout quand ils commencent à passer de la pratique au concept. Oui, il a raison. Alors pas exactement dans la formule qui est celle qui est donnée quantitativement, car ce chiffre prend une série de personnages extraordinairement divers. D'abord des condamnés, qui vont sortir de prison après avoir été condamnés pour des actes relevant du terrorisme, hier correctionnalisés, depuis peu passant aux assises, oui, sur la réquisition du procureur Molins lui-même. Ils ont été condamnés beaucoup avant 2015, à une époque où la justice était assez clémente, moins sévère. Voilà. Les raisons qui pas environnent la justice, voilà. C'était Donc sur cette série-là, il a parfaitement raison de souligner à quel point on peut difficilement penser que la prison les a rendus meilleurs. Pourquoi ? Parce que ceux qui n'étaient pas en prison pour des faits terroristes, et c'est la deuxième partie de la quantité indiquée, les 400 autres, ils étaient condamnés pour d'autres raisons et ils se sont djihadisés, ou en tout cas extrémisés, en prison au contact notamment de ceux qui avaient été condamnés pour des raisons liées au terrorisme. Les deux morceaux ne sont pas équivalents. Le premier, ce sont des gens qui ont déjà été condamnés pour ces faits et dont la peine vient au terme. Les autres n'ont pas été condamnés pour terrorisme. Ils ont été contaminés. Ils ont été contaminés. Et c'est bien la différence de niveau qui est importante, car radicalisé est un terme bateau qui ne veut absolument rien dire et qui était utilisé parce qu'on ne sait pas exactement quoi dire d'autre. Mais dans ce cas-là, ils se sont djihadisés, extrémisés, ils sont en voie de djihadisation. Et ils ont rencontré des caïds. Ils ont rencontré des caïds ou des opérateurs qui ont été condamnés dans des épisodes divers, mais qui vont des filières du but chaumont jusqu'à nos jours. Tout le monde sait trouver des armes. Les armes, c'est un sujet criminel, ce n'est pas un sujet terroriste. Donc on ressort de prison, on a attrapé le virus terroriste et on a des fréquentations qui font qu'on va pouvoir trouver des armes pour éventuellement passer à l'attaque. On avait déjà les fréquentations qui permettent de trouver les armes pour le deal, les stupes, le financement, etc. Et maintenant, on est un hybride, on est un gangs terroriste, on est passé du terroriste pur jus qui a une vision politique ou une revendication à « je suis un criminel, je suis un délinquant et je me refais une virginité » en devenant un opérateur politique et en pensant que c'est bien, voire même en faisant les deux en même temps. Alors le gouvernement dit qu'il est parfaitement conscient de la dangerosité de ces 450 détenus qui vont être libérés. On ne peut rien faire, hein, on est obligé de les libérer. Le gouvernement dit « si, vous avez l'air de faire l'amour ». Il existe dans notre législation des espaces qui pourraient permettre d'y réfléchir plus intelligemment, notamment, alors pas pour ceux qui ont déjà été condamnés et qui viennent en bout de peine, mais il y a des gens qui ont été condamnés qui viennent en bout de peine. Nous avons inventé un outil très limité, très sélectif, très compliqué, qui s'appelle la rétention de sûreté, qui permet de conserver en prison des gens dont on pense que leur niveau de dangerosité et leur non-adaptation à la réalité, leur non-préparation à la sortie, le fait qu'ils ne se sont pas améliorés en prison, permet de les garder. Alors c'est uniquement pour les gens condamnés aux assises d'un certain nombre de types de crimes et de délits, dans des conditions très limitées, mais on pourrait peut-être aussi explorer ce terrain-là avant d'attendre uniquement... Non, c'est une rétention judiciaire qui nécessite simplement de voir si c'est d'abord faisable, possible, et si on peut trouver éventuellement un consensus dans l'univers judiciaire qui commence toujours par dire que rien n'est possible et puis qui, après l'attentat, la catastrophe, la tragédie et le drame, découvre soudainement des tas d'opportunités qu'on avait oubliées ou qu'on n'avait pas explorées. Comment on décèle qu'un détenu est particulièrement dangereux et qu'on ne peut pas le relâcher, qu'on ne pourrait pas le relâcher ? Il se trouve que même dans une prison, on parle beaucoup, on dialogue beaucoup, on laisse des traces. Il n'y en a pas qui dissimulent, on se dit que les plus malins, ils vont dissimuler, les plus dangereux, justement. Peut-être pas les plus dangereux, les plus malins, je suis assez d'accord avec vous. Bien sûr, mais au moins, on sait faire le tri. On a renforcé le renseignement pénitentiaire. Oui, d'abord, on l'a recréé. Il existait, mais il était sous-estimé et un peu maltraité. Il a été recréé, développé. Jean-Jacques Urvoas, l'ancien ministre de la Justice, garde des Sceaux, a fait un gros travail sur cette question. Et donc, peu à peu, on est en train de le mettre en dispositif. Mais il a moins de 2 ans
et donc il se crée. Par contre, des informateurs et des indicateurs dans les prisons, c'est la vie normale de la prison, heureusement. Ouais. Et donc chacun vient négocier un petit renseignement ou une petite information contre une amélioration de ses conditions, etc. C'est une histoire aussi vieille que la prison, qui fonctionne d'ailleurs plutôt bien. Le problème, c'est qu'on ne savait pas très bien quoi en faire et qu'il y avait peu de relations entre l'enseignement pénitentiaire et le reste du renseignement, le renseignement intérieur, le renseignement extérieur, bref. Donc il y a un progrès de ce point de vue-là, et oui, on peut savoir beaucoup de choses sur ce qui se dit, se prépare en prison, sauf pour les plus malins. Voilà, qui pourraient dissimuler. Alors Nicole Belloubet, la garde des Sceaux, dit que les 450 personnes qui vont sortir seront suivies. Bon, alors on se dit qu'elles sont nombreuses, c'est une question de moyens, mais on a 25 000 personnes signalées. Ça nécessite énormément de moyens et de dispositifs. Donc le problème n'est pas de suivre les 450, c'est de hiérarchiser. Quand vous avez une maladie, une épidémie, vous créez une zone de quarantaine, ce qui vous permet de trier ce qui est dangereux et qui ne l'est pas. C'est un processus parfaitement clinique qui peut parfaitement fonctionner aussi de manière pénale. Est-ce que c'est une bonne idée de dire aux maires, de donner aux maires la liste des fichiers S pour qu'ils puissent repérer quels sont les éléments dangereux dans leur ville? C'est une question qui me stupéfie, parce que le maire en France, ce n'est pas un élu local. C'est un officier de police judiciaire, agent de l'État, par ailleurs élu local. Donc en tant qu'officier de police judiciaire, on lui donne de très nombreux pouvoirs depuis la Révolution. En tant qu'agent de l'État, il a accès à de très nombreux fichiers et à de très nombreuses informations extrêmement personnelles et extrêmement intimes sur le social, l'éducatif, le HLM, le logement, etc. Il est souvent chef, ou en tout cas il dirige sa police municipale quand il y en a une. Il a installé des dispositifs. Donc il devrait avoir l'info. Non, je pense qu'il ne doit pas avoir le fichier. Je pense qu'il doit avoir un échange précis sur des individus spécifiques dans des conditions précises qui permettent d'abord de continuer à les suivre sans que ça se voit trop, ou d'intervenir si c'est nécessaire, ou de les déregrouper si c'est possible. Le secret partagé existe depuis toujours, pas le transfert de fichiers, ça c'est n'importe quoi, y compris le fichier n'a aucun sens en tant que tel, parce qu'on y met n'importe quoi. Mais à l'intérieur du fichier, faire une sélection précise qui permette un suivi particulier avec l'élu local, agent de l'État, officier de police judiciaire qui est le maire, bien évidemment. Alors donc, au moment où on s'apprête à relâcher donc, ces 450 détenus qu'on dit radicalisés... d'ici 2021. D'ici 2019, fin 2019. Non, 2020-2021. L'ensemble, c'est sur 3 ans. Est-ce qu'au moins, on peut se dire qu'avec la chute de Daesh, l'aventure, l'épopée, le rêve djihadiste s'est un peu émoussé parmi ceux qui pourraient être attirés par cette... C'est une des rares bonnes nouvelles, car nous avions imaginé que la chute du califat territorial de l'État islamique amènerait une augmentation massive des revenants. Il y en a relativement peu. Le problème n'est plus les sortants que les revenants. Il y a des revenantes et des enfants, mais les revenants sont moins nombreux. Ils continuent à faire la guerre ailleurs, car en fait, c'est leur trip de continuer à faire la guerre dans des Katibas, des maquis, retourner en Afghanistan, aller jusqu'au Mozambique, modifier totalement la structure territoriale des zones de combat et de guérilla. Donc, les Français qui sont partis, ils ne veulent pas revenir? Non, très peu, en fait. Beaucoup moins, en tout cas. Ils vont se battre ailleurs. Beaucoup moins que ce qu'on imaginait. Il faut bien dire que quand on se trompe, on se trompe. En tout cas quantitativement. Et puis deuxièmement, ceux dont on attendait qu'ils se transmettent par la voie d'Internet, des réseaux sociaux, qu'ils commettent des attentats comme des essaims de moustiques, j'ai même écrit ça, je l'ai même dit chez vous, en fait, les essaims sont très peu nombreux, beaucoup moins que ce qu'on imaginait. Les attentats sont moins nombreux que ce qui était attendu. Les effets des attentats le sont moins. Ils existent, ils ont un gros effet médiatique, il y a des morts et des blessés, mais dans des conditions qui n'ont plus rien à voir avec ce qui existait. Donc il s'est produit quelque chose. Est-ce un calme précaire et trompeur car ils essayent de se reconstituer, ou un effet à long terme qui montre que l'idée de tuer des gens n'est plus à la mode? En tout cas, il s'est produit quelque chose d'inattendu. Et ben voilà, on va clôturer sur cette bonne nouvelle. Et puis je signale votre livre, Alain Bauer, tout aussi passionnant, Les guetteurs, les patrons du renseignement français répondent. C'est chez Odile Jacob. Merci beaucoup. Merci. Vous restez avec nous tout de suite. Caroline Roux, c'est dans l'air. Ambiance glaciale au G7 qui se tient actuellement au Canada. La guerre commerciale est déclarée entre l'Amérique et l'Europe. L'Europe qui riposte et va surtaxer toute une série de produits américains dès le mois prochain. C'est dans l'air est intitulé ce soir « Trump au G7, les alliés se rebiffent ».